regarder après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, une toute petite annonce. Je suis à la recherche d'une plume, donc une personne pour m'aider à l'écriture des scripts. Bon, dans ce cas-là, je cherche quelqu'un qui parle mandarin. L'équipe des plumes est au complet, enfin il y a même beaucoup de personnes qui font partie de l'équipe maintenant et c'est très bien, mais j'ai besoin d'une personne qui parle mandarin et du coup qui pourrait le lire aussi pour m'aider à avoir un peu plus d'affaires chinoises. Si c'est ton cas, merci d'envoyer un email à l'adresse qui est en barre de description. Et trêve de blablaterie, on y va. L'affaire de ce soir nous emmène sur la côte ouest des États-Unis, à Yakima, dans l'État de Washington. La ville doit son nom au peuple des Premières Nations, les Yakama, contraints de s'installer dans une réserve après une victoire des colons en 1858. Aujourd'hui, un peu plus de 8500 descendants Yakama vivent dans la réserve le long de la rivière Yakima. Le comté de Yakima, avec 300 jours de soleil par an, est un leader mondial de la production agricole. Céréales, légumes, fruits, le comté est reconnu depuis des années comme l'un des plus importants producteurs de pommes au monde. La région propose aussi de nombreuses activités attractives comme le ski, la randonnée, le vélo ou encore le golf. Par contre, le taux de criminalité est très élevé et les gangs y sont très occupés. La ville a hérité de quelques surnoms non officiels assez parlants: Crackima, Yakimet, crack, méthamphétamine, ou encore le coupe-gorge de Washington. Le département de police de Yakima rend un rapport alarmant. Depuis 2019, les agressions avec violence ont augmenté de 11% et le nombre de cambriolages de 19,5%. Le 2 avril 2013, la police de Yakima reçoit un appel. Désirée Sunford, 30 ans, et son mari, Scott Sunford, 31 ans, viennent d'être cambriolés. La vitre de la porte arrière de leur maison a été brisée et la maison est sans dessus-dessous. Pour assurer leur sécurité, le couple décide d'installer une alarme. Le fournisseur l'installe et les prévient. Ils ont une semaine de période d'essai et en cas d'anomalie, les notifications sont envoyées uniquement sur les téléphones portables du couple. La police n'est pas impliquée le temps qu'ils s'habituent au système. Désirée Sunford, née Cast, née le 26 août 1982, elle grandit à Moses Lake dans l'État de Washington. C'est une femme travailleuse, honnête, bienveillante et qui a beaucoup d'humour. Adolescente, elle devient membre de l'association 4H, H pour Head, tête, Heart, cœur, Hands, mains et Health, santé. 4H est une ONG qui œuvre pour la jeunesse. Désirée partage son temps entre les activités avec les enfants de l'association et ses cours de danse et de softball. Pour info, le softball, c'est un sport relativement similaire au baseball. Un jour, Désirée décide de retaper une vieille Chevelle année 1969 et pour ce faire, elle apprend toute seule la mécanique. Elle rencontre Scott Sunford au lycée, ils tombent amoureux et passent la plupart de leur temps libre ensemble. Ils partagent le même amour pour les vieilles voitures et prennent souvent la route pour aller exhiber leur Chevelle dans des rassemblements automobiles les week-ends. Ils se marient en novembre 2003 et Scott, qui a lui suivi une carrière militaire, est déployé quelques semaines plus tard en Irak. Côté école, tout se passe pour le mieux pour Désirée. Elle obtient un bachelor en enseignement à l'université de Washington en 2005, puis un master en 2008. Elle fait ses premiers remplacements dans son ancienne école avant d'accepter un emploi à plein temps en tant que professeur d'art plastique à l'école de Wapato, à une vingtaine de kilomètres de Yakima, où le couple vient d'emménager. Elle s'entend à merveille avec ses collègues, elle est très appréciée des parents et adorée de tous ses élèves. Désirée, c'est une passionnée, créative et empathique. Elle est très investie auprès des enfants et organise des activités extrascolaires comme des concours d'art. C'est une jeune femme dynamique, pleine de projets. Très proche de sa famille, Désirée ne manque pas une occasion de les retrouver pour les fêtes et les anniversaires et elle attend toujours avec impatience leur traditionnel week-end camping annuel en famille. Elle est curieuse, elle aime apprendre de nouvelles choses. Un beau jour, elle se prend d'intérêt pour la moto, elle passe son permis, elle s'achète une Harley-Davidson et part à l'aventure. Comme au temps des rassemblements automobiles, le couple parcourt les routes ensemble à moto. Ils deviennent membres actifs de l'association Combat Vétérans United Motorcycle, une association qui vient en aide aux vétérans en leur facilitant l'accès à la santé, au logement, ainsi qu'en les aidant dans leurs démarches administratives et encore d'autres choses. Les week-ends du couple sont donc remplis d'activités pour la plupart caritatives. Pendant près de 20 ans, Désirée et Scott seront
inséparables. Mais derrière ce masque de perfection, la vie privée du couple n'est pas toujours toute rose. Désirée se confie à sa mère Connie, elle pense que Scott a une relation extra-conjugale. Malgré ses suspicions, elle reste avec Scott et le couple continue leur vie ensemble. Comme je le disais plus tôt, 6 mois après leur arrivée à Yakima, les Sunford se font cambrioler. Personne n'est blessé, personne n'était à la maison à ce moment-là. Quand Désirée et Scott rentrent, ils découvrent la vitre de la porte cassée, la maison sans dessus-dessous, et on leur a volé du matériel électronique, des bijoux et l'arme à feu qu'ils ont pour se défendre. Scott répare la porte avec une planche de bois, mais le couple se sent vulnérable. Leur maison, leur lieu de sûreté, a été attaqué. Ils décident donc d'installer une alarme. La compagnie de sécurité qui s'occupe de l'équipement de leur maison leur propose une période d'essai pendant laquelle les notifications ne sont envoyées que sur leur téléphone portable. Désirée et Scott ont un gros chien, Ada, et effectivement, le temps de s'habituer à leur nouveau système de sécurité, il vaut mieux éviter d'impliquer la police s'il ne s'agit pas d'une urgence. Quelques jours après l'installation de l'alarme, le 6 avril, Scott doit quitter la maison. Il se rend dans la région de Tri-Cities à 1h30 de Yakima pour l'enterrement de sa tante. Après le service funéraire, il appelle Désirée pour lui annoncer qu'il va passer la nuit et la journée du lendemain sur place avec sa famille. Cette nuit-là, à 3h24 du matin, Scott reçoit une notification d'alarme de la maison sur son téléphone, puis une autre 3 minutes plus tard à 3h37, et encore une autre 1 minute après à 3h28. Et ensuite, plus rien. Scott se dit que Désirée a dû activer l'alarme en laissant Ada sortir. Il n'appelle pas le bureau du shérif, il se rendort. Du coup, pourquoi t'as installé une alarme si c'est pour ignorer les notifs? Le lendemain, après les au revoir à sa famille endeuillée, Scott prend la route en fin d'après-midi, direction Yakima, retour à la maison. Nous sommes le 7 avril 2013, il fait encore très froid, entre 5 et 16 degrés ce jour-là, la nuit est tombée, la route est dégagée. Sur le trajet, Scott essaie d'appeler Désirée, une première fois, pas de réponse, elle est peut-être sous la douche, elle va sûrement le rappeler. Scott rappelle une seconde fois, toujours pas de réponse, elle est peut-être dans le jardin avec le chien, Ada. Scott appelle une troisième fois et Désirée ne répond toujours pas. Il s'inquiète, et si les notifications de l'alarme de la nuit précédente n'étaient pas de simples sorties anodines de la part de sa femme. Scott appelle le 911 pour demander une vérification de bien-être. Sheriff's office. Hi, ma'am. This is Scott Sunford. I was robbed last weekend. I live at 3 St. Hilaire. Anyways, after the robbery, I had an ADT alarm system installed, and they put it on a 1-week trial period where if anything went off, nobody would respond. And Okay. Today at 3:24, 3:27, and 3:28, I had 3 census trips, and I've been out of town with family for a funeral. My wife was home, and I Okay, did somebody break into the residence? I don't know. I've been out of town. I'm just on my way back, and I haven't been able to get a hold of the wife, so I was just hoping somebody can come meet me out there. It's probably nothing, but I would feel better. 20 minutes après son appel au 911, Scott arrive dans l'allée de sa maison, il n'y a personne sur place, les policiers ne sont pas encore arrivés, il remarque que la réparation qu'il a faite sur la porte est cassée, la porte a été à nouveau forcée. Il décide alors de rappeler le 911. I just got home, and the board that I have over the broken window on the back door is missing. Somebody definitely forced entry and broke it off. And I still haven't heard back from my wife. I need an officer here now. Il semble très calme pendant ce second appel, très articulé, tout à fait maître de ses moyens, pas du tout dans la panique. Il dit une phrase assez étrange. « Je ne vais pas rentrer à l'intérieur et toucher quoi que ce soit, je suis dans ma voiture, mais j'éclaire la porte avec une lampe torche. » Bon, le mec est juste un ex-militaire avec l'entraînement qui va avec. Il a été déployé 2 fois en Irak. Je dis ça, je dis rien. Enfin si, je dis justement que sa femme est très probablement en danger, voire pire. Il s'enferme dans sa voiture et il attend sagement que les policiers arrivent devant sa porte, sans parler du fait que Scott est armé. Malgré ça, il ne rentre pas pour tenter de venir en aide à sa femme Désirée, alors qu'il est armé, qu'il connaît les lieux et qu'il a une formation militaire. Bref. À la liste de choses suspectes vient s'ajouter le fait qu'il n'ait pas appelé les autorités quand l'alarme a sonné la première fois. La police arrive sur place quelques minutes après Scott. Ils le retrouvent debout, proche de la maison, son arme en main.
Il explique qu'il n'est pas rentré parce qu'il avait peur de ce qu'il pourrait trouver à l'intérieur. Encore une fois, un militaire qui a été déployé 2 fois en Irak. Il a probablement vu plus de choses que ne verront jamais la majorité des gens lambda, tels toi et moi. Il n'est pas capable d'affronter sa peur pour potentiellement sauver sa femme. Le shérif, équipé d'une bodycam, constate la porte cassée, puis il entre dans la maison, arme en main, au cas où l'intrus se trouve encore sur place. Il tâtonne pour trouver l'interrupteur, il allume la lumière, la maison est relativement en ordre, les pièces sont toutes vérifiées. En arrivant dans la chambre à coucher du couple, il trouve au sol le corps sans vie et criblé de balles de Desiree Sunford. Il semble qu'elle a été touchée une première fois, puis a tenté de ramper pour échapper à son assaillant. Mais en vain, elle est touchée par une balle 9 mm en pleine tête et elle succombe. La maison est bouclée, les scientifiques sont appelés. Malheureusement, ils ne récoltent que de maigres indices. Ils ont les balles qui ont été utilisées pour assassiner Desiree, une seule trace de pas faite dans son sang sur le sol de sa chambre alors qu'elle était en train de mourir, et une trace ADN inconnue. Avec le peu d'indices qu'ils ont, la bizarrerie du comportement de son mari, et aussi parce que c'est toujours par là qu'on commence, les enquêteurs interrogent Scott le soir même. Il n'est pas arrêté, seulement interrogé. Alors qu'il attend dans la salle d'interrogatoire, Scott se parle à lui-même. « Ne pense pas à ta femme, ne pense pas à ta femme, calme-toi, il y a un flic, allez, calme-toi. » Bon, hyper chelou, nous sommes d'accord. L'interrogatoire commence et Scott revient sur les heures précédant la découverte du corps sans vie de sa femme. Il semble détendu, calme, mesuré. Avant de commencer son récit, il dit une phrase assez étrange. Il se racle la gorge, il s'excuse et il dit « Ok, voyons voir. On dirait qu'il va te raconter le déjeuner qu'il a bouffé la veille. » Il raconte que le samedi 6 avril au matin, il quitte la maison à 8h, 8h30, direction la région de Tri-Cities pour l'enterrement de sa tante. Il passe la journée avec son père et son oncle. Après le service, à 14h, il appelle Desiree et la prévient qu'il va rester dîner chez sa tante. Il dit qu'il devait rentrer juste après, mais il décide de rester pour dîner en famille. Il regarde l'officier dans les yeux, puis il regarde la table, et il fait des allers-retours comme ça tout au long de son récit. Après le dîner, il est tard, plus ou moins 23h, il pleut, il y a du vent, Scott est fatigué, sa famille propose un déjeuner le lendemain, donc il rappelle Desiree pour lui dire qu'il va passer la nuit là-bas. Il passe la journée du lendemain en famille et avec son père jusqu'aux environs de 17h30, puis il retrouve sa famille pour dîner à nouveau. Il part enfin à 19h, 19h30, direction Yakima. Il essaie d'appeler sa femme sur tout le trajet, elle ne répond pas, il s'inquiète, la suite on la connaît. À ce moment, Scott est prévenu que quelqu'un a été abattu dans la maison. Et il pose lui-même la question à l'enquêteur. There was a shooting. Right. Okay. What can you tell me? L'enquêteur lui répond « Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons été appelés à votre maison, on y a trouvé un corps, il semble que quelqu'un ait reçu des balles. » À aucun moment, Scott ne demande s'il s'agit de Desiree, si elle a été retrouvée, si elle va bien. Il ne s'inquiète pas une seconde du bien-être de sa femme, ou alors il le cache très bien. Il raconte son week-end en famille en souriant, il se remémore les moments passés avec son père. Quand il raconte qu'une fois, sur le chemin du retour, il a tenté de joindre Desiree, il sort de lui-même son portable pour trouver les preuves de ses appels. Tried repeatedly, in fact, see if I can give you some times. My dad and my grandpa and I had been joking around about how, it's strange, Des hasn't called yet, you know, she hasn't been bugging me yet today, because she's a real stickler on the times. She schedules tight. I adapt and overcome and kind of go spontaneous. Scott raconte la montée de sa panique, mais comment est-ce qu'il justifie d'avoir attendu avant d'appeler la police, les appels qui sont restés sans réponse, l'alarme qui indique qu'elle est à la maison, et il raconte tout ça le plus calmement du monde. Quand il arrive enfin à la maison, il voit la voiture garée dans l'allée. Il sait donc que Desiree est là, elle est à la maison. Il y a beaucoup de vent, elle ne prend jamais son vélo quand le temps est mauvais. Scott appelle son ami Brian, un ancien collègue militaire. Il lui demande s'il est réveillé, s'il peut venir. Brian lui répond qu'il sera là dans les 45 minutes.
Puis Scott appelle son père, il lui explique la situation, il lui dit « je ne sais pas quoi faire ». Et son père lui dit « mais t'as une arme sur toi, qu'est-ce que t'attends ?» Et au passage, son père a travaillé pendant plusieurs années en tant que policier, il a offert son arme de service à Scott comme héritage le jour même. Scott dit qu'il prend alors son courage à deux mains, enfin du coup pas vraiment, mais il va rentrer, mais pile à ce moment-là, comme de par hasard, arrive le shérif. Scott explique qu'à ce moment, il a encore l'espoir que sa femme puisse être simplement sortie de la maison pour faire des courses, par exemple, vu l'heure qu'il est, très plausible. Le shérif ressort de la maison, pas de chien à l'intérieur, Désiré non plus n'est pas à l'intérieur, quelque chose lui semble louche, il appelle des renforts. Scott raconte qu'après l'arrivée des renforts, un détective lui apprend qu'il y a une femme décédée dans la maison. And one of the deputies told me that there was a deceased woman inside. And that was all he would say about it. He obviously, I mean, I understand, he can't ID her, so they don't know her. Alors, est-ce que toi aussi t'as remarqué le manque d'émotion? Pas une larme, pas un signe de faiblesse dans la voix, rien. Scott demande simplement, plus ou moins 30 ans, brune, un peu forte? Ouais? Ok. Quand le détective face à lui confirme qu'il s'agit bien du corps de Désiré, Scott répond simplement « ok ». About 30 years old, dark hair, heavy set. Yep. Okay. So, Scott fait ensuite l'inventaire de toutes ses armes, il évoque une arme qui appartenait à Désiré et il parle sans l'ombre d'une hésitation de Désiré au passé, alors qu'on vient tout juste de lui apprendre qu'elle est morte. Scott va faire même mieux, il fait plusieurs blagues tout au long de son interrogatoire. Le seul moment où on le voit se concentrer, c'est quand il apprend qu'une des armes qu'il cite correspond à l'arme du crime et que ça pourrait être incriminant pour lui. La magie comique de cet interrogatoire n'est pas terminée. Scott a failli oublier de mentionner son bébé, son arme préférée. Il rit et il corrige le détective qui orthographie mal le nom de ce bébé. Même si, je te l'accorde, il y a beaucoup à dire sur l'attitude de Scott, ça ne constitue pas une preuve ni même un mobile. Scott va d'ailleurs justifier sa froideur en disant qu'il a été qualifié de très résilient par ses supérieurs militaires. Après 45 minutes de discussion de comptoir, le détective demande à Scott « Vous avez dormi où quand vous êtes allé à Tri-Cities, chez votre père ?» Scott répond que non, il a dormi chez sa copine Paige, son amie Paige. Qui est Paige? Paige est une amie du couple, elle vit à moins de 2 heures de chez eux, et donc plutôt que de faire la route 1h30, 1h45, enfin moins de 2 heures seulement, Scott va dormir chez cette amie. Bien sûr, Scott essaie de rester évasif au sujet de cette sahab, mais le détective ne lâche pas le steak. Did Desiree know that you were going to Paige's? I don't know, honestly. It's not something you had discussed with her? No. No, Paige would come stay with us, we'd stay with her. Scott essaie de cacher la vérité, mais il finit par avouer. Sa femme, Désirée, Paige et lui-même couchaient tous les trois ensemble. La police découvre alors non pas un trouble, mais en réalité un triangle amoureux assez complexe. Trouble, c'est un couple, mais à trois. C'est un concept. Paige Blade, 23 ans, qui vit à Warden, à donc 1h45 de route de Yakima, est interrogée à son tour. Sa version des faits est très semblable à celle de Scott, presque trop semblable à celle de Scott, comme si ces versions des faits avaient été répétées. Quand le détective demande à Paige si Scott l'a entraînée, coachée pour cet interrogatoire, elle répond que non. Paige confirme que Scott, Désiré et elle étaient un trouble et que les trois s'épanouissaient dans cette relation. Pas grand-chose ne ressort de cet interrogatoire, par contre, c'est d'une autre source que la police va apprendre des choses très intéressantes. Un appel anonyme au bureau du shérif révèle que Paige, suspense, est enceinte, a priori de Scott. Tous les deux sont interrogés de nouveau, on leur met la pression sur le sujet, mais rien n'en ressort. Eux non plus ne lâchent pas le steak. Le Sherlock Holmesage suit son cours, la police établit que Désiré a été assassiné le 6 avril, entre 22h30 et 3h30, le matin du 7 avril. Scott était dans la région de Tri-Cities le 6 avril, il arrive chez Paige à minuit 30, leurs portables bornent tous les deux à Warden le soir du crime, soit au domicile de Paige, et donc à 1h45 de route de Yakima, la scène du crime. Bien que l'alibi de Paige et Scott soit bancal, rien ne les relie au meurtre. L'ADN relevé sur la scène de crime ne correspond ni à l'un ni à l'autre.
La trace de pas faite dans le sang de Désiré ne correspond pas non plus à leurs pieds. Le détective Chad Michael en charge de l'affaire dira à ce propos « C'est un des cas où on a beau se creuser les méninges, on ne voit pas ce qui a bien pu arriver. » La mère de Désiré, Connie, est interrogée. Est-ce que sa fille a des ennemis ? Non, pas du tout, explique sa mère. Tout le monde l'apprécie. Je ne comprends pas qui aurait pu la tuer. Après des mois d'enquête à fermer toutes les portes et sans nouveaux éléments, les enquêteurs n'ont d'autre choix que de classer l'affaire sans suite. Cold case. Mais qu'on va réchauffer en juillet. 2014, un autre appel anonyme permet la réouverture de l'enquête. Réouverture ? Je sais pas. Un an après la fermeture de l'investigation pour le meurtre de Désiré Sunford, l'informateur anonyme nomme un coupable, Marty Grismer, 27 ans. Et là, plot twist de malade, notre informateur secret va être démasqué. J'ai un problème avec le français aujourd'hui. Il s'agit de suspense, notre Shab Paige, la Paige Blade du trouble, Désiré, Scott et Paige. La police va la convoquer à nouveau, après avoir blagué sur le fait d'être coutumière des interrogatoires. Lol, les gardaves, ça me connaît. Paige se met rapidement dans le personnage. Elle pleure à chaudes larmes. Une semaine avant son appel anonyme, Scott et elle se sont embrouillés parce que Scott s'est mis en couple avec une autre meuf. Alors fais bien attention à ce qui va suivre, parce que là c'est pire qu'une saga Les Feux de l'amour. Même moi j'ai eu du mal. Paige est allée pleurer dans les bras de son meilleur ami Marty, et celui-ci lui a fait une terrible révélation. C'est lui qui a abattu Désiré. Marty a aussi avoué ce meurtre à Stella, une ancienne amie de Paige. Paige raconte que le soir du meurtre, elle et Scott dînaient avec des collègues. Ah bon ? Je croyais qu'elle avait dîné avec son père et qu'il était chez Paige après minuit. Première incohérence. Paige avait pris l'habitude de payer pour l'essence de Scott lors de ses déplacements généreuses, la Shab, à moins que ce ne soit pour cacher les dépenses des détours amicaux à la femme de Scott, Désiré. Ce soir-là, il lui manque $20, donc Paige demande à son ami Marty, son meilleur ami, de la rejoindre pour lui donner de la thune. Marty croise Scott, et futé, le Marty, il comprend que Scott n'est pas chez lui à Yakima. Bah t'es là, t'es pas chez toi ? Marty apprend peu avant cet épisode que Paige est enceinte de Scott, et selon Paige, Marty pense que Désiré va devenir un problème, ce bébé va la déranger. Et pour protéger sa meilleure amie Paige et lui assurer de pouvoir compter sur Scott pour elle et son enfant à naître, il décide de tuer Désiré. Là, on est sur un niveau de sahabri incroyable. Le BFF de Paige tue la femme de son mec pour que le trouble devienne couple. Moi, je demande juste à ma pote de me payer un que gré, elle me dit non. Mais bref. BFF 11, 5 étoiles. Spoiler alerte, le bébé de Paige n'est pas celui de Scott. Le père de l'enfant, c'est Dylan, l'ex de Paige. Alors là, il y a un peu trop de gens, je suis du père. Le 23 juillet, alors que Paige se dispute avec Scott, qui s'est mis en couple avec Joy, encore une autre meuf, Marty lui propose de régler le compte de cette nouvelle petite amie Joy, comme il l'a fait pour Dez, pour reprendre ses mots, Désiré. Et là, il lui sort toute l'histoire de comment il a tué Désiré. Il lui raconte qu'il prend une arme qu'il a chez lui, non numérotée, non enregistrée, donc intraçable. Il nettoie les balles pour retirer ses empreintes, il éteint son téléphone et il prend la route pour Yakima. Malin, McFly. Marty conduit alors une voiture de location de couleur argentée, la sienne est accidentée. Il connaît la maison des Sunford, il y est déjà venu quelques mois auparavant, Scott lui a même fait visiter les lieux. Il sait où trouver la clé de secours dans le jardin, il entre par la porte avant, la porte la plus proche des chambres. L'alarme se déclenche, on s'en souvient, notif ignoré par Scott, le mari. Ada, la chienne du couple, court vers Marty en aboyant, Désiré la suit. Quand Marty voit Désiré, il n'hésite pas une seconde, il la met en joue et tire 3 balles dans sa direction. Désiré s'effondre, elle essaie de ramper pour lui échapper, mais il vide son chargeur sur la pauvre femme. Il casse alors la réparation en bois de la porte arrière pour faire penser à un cambriolage. Il ouvre la porte, il sort, il entre de nouveau. Il pleut ce soir-là et il veut laisser des traces de pas pour faire croire que le tueur est entré par l'arrière. Malin, McFly. Marty vole la boîte à bijoux de Désiré, il referme la porte, remet la clé de secours à sa place et il rentre chez lui à Warden. Il allume un feu dans un brasero, il brûle ses vêtements, ses chaussures, ses gants. Le mec, on dirait il a fait ça toute sa vie. Il prend une douche et il part travailler, l'air de rien. Paige raconte que Marty a gardé la boîte à bijoux dans le placard de son ancienne chambre, dans l'ancienne chambre qu'il a chez son père. Il voulait être en mesure de prouver ce qu'il avait fait.
Il est fier, le McFly. Le détective creuse alors sur la relation de Paige et Marty, son meilleur ami certes, mais quelques mois auparavant, les deux sortent ensemble pendant quelques semaines. La sahabrie a des limites. Ensuite, Marty découvre que Paige a aussi une liaison avec Scott, elle est polyvalente, la Paige. Marty et Paige se séparent, mais ils restent amis. Il est probablement encore amoureux d'elle, même obsédé par elle. Il lui propose de tuer quiconque lui pose problème dans sa vie, il propose de tuer Scott. Joy, la nouvelle copine de Scott, Dylan, son ex, c'est beau, l'amour. Même quand Paige s'embrouille avec un collègue, il lui dit « Écoute, j'ai un plan B, je peux le tuer ». La police veut obtenir des preuves pour pouvoir inculper Marty. On propose à Paige le plan suivant. Elle lui donne rendez-vous dans un lieu public, elle est équipée d'un micro et elle doit le faire parler, le faire avouer. Mais le plan échoue, Marty ne dit rien. Quelques semaines plus tard, plot twist, les services RH de l'entreprise où travaille Marty appellent la police. En vidant son bureau, ses collègues trouvent un sac plastique. Pourquoi il vide son bureau? C'est une bonne question, on y vient plus tard. Donc on retrouve un sac plastique avec à l'intérieur des pièces d'armes à feu et des douilles. Les douilles correspondent à l'arme qui a servi à assassiner Desiree Sanford. En perquisitionnant le bureau, les enquêteurs retrouvent également un ordinateur, des bijoux et une boîte à bijoux. Tous les objets sont identifiés comme appartenant à Desiree. La police obtient un mandat pour fouiller l'appartement de Marty où il réside avec sa femme. On fouille également la maison de son père où Marty réside au moment des faits. Des chaussures appartenant à Marty correspondent à l'empreinte relevée sur la scène de crime. Il est temps d'interroger McFly. Marty Grismer est convoqué le 13 novembre 2014. Il commence par faire l'inventaire de ses armes à feu et bien sûr, on arrive à l'arme du crime. Marty explique que ça lui arrive de prêter cette arme, comme par hasard. C'est arrivé en juin ou en juillet dernier de la prêter à un ancien ami. Est-ce que Paige ou Scott auraient pu emprunter cette arme? Non, dit-il, mais Paige, elle a elle-même un Glock similaire que son ex Dylan lui a donné. Elle ne lui a jamais montré, mais elle lui a demandé des munitions 2 mois plus tôt, en septembre 2014. Il raconte que Paige lui présente le couple Sanford en décembre 2012 et que tout ce petit monde s'entendait bien. Était-il au courant du triangle amoureux? Oui, Paige lui en a parlé. Il est en couple avec Paige de novembre à décembre 2012, mais il sait que c'est plus une couverture pour permettre à Paige de cacher sa relation avec Scott. Ils se séparent. Ensuite, Marty rencontre sa femme en juin 2013 sur un site de rencontre. Il tombe amoureux et se marie en septembre. Les enquêteurs lui avancent les preuves recueillies. Il paraît que vous avez été suspendu parce que vous aviez un canon d'arme à feu au bureau. Marty répond que oui, il pensait vendre ce canon, mais il ne se rappelle ni la marque ni le modèle. D'ailleurs, il vend quasiment toutes ses armes pour récupérer de l'argent et pouvoir être financièrement à l'abri avec sa femme et le fils de cette dernière qu'il élève comme le sien. Marty reconnaît avoir acheté l'arme à feu, le Glock. Il l'a acheté d'occasion il y a un peu moins d'1 an, en août ou en septembre 2013. Il ne sait plus à qui il l'a acheté, il ne peut pas dire si, oui ou non, il l'a acheté à Paige ou à Scott, mais il dit plus tard qu'en fait il s'est trompé, il a acheté ce canon tout neuf. Quand les enquêteurs lui disent que le canon retrouvé chez son employeur est celui utilisé pour assassiner Desiree, il se décompose et il dit simplement comment c'est possible. Une chose est sûre, il n'a pas tué Desiree, il le nie fermement, il n'a jamais tué personne. Il est prêt à le prouver. Prenez mon ADN, qu'il dit aux enquêteurs. Un échantillon est donc prélevé, et en attendant analyse, les questions continuent. Marty semble balader les détectives, il raconte une chose et puis son contraire. Un peu lassé, les enquêteurs finissent par lui dire que Paige l'a balancé. Elle a déclaré lors de son interrogatoire qu'il aurait avoué le meurtre et même proposé d'autres meurtres. Marty s'exclame alors que c'est un piège, elle lui fait porter le chapeau. D'ailleurs, au boulot, elle l'a accusé de harcèlement sexuel après lui avoir fait ouvertement des avances. Elle cherche tout simplement à lui pourrir la vie. Marty se met alors à pleurer. Il dit qu'il a prêté son arme à feu à Paige, elle le lui a demandé. Il raconte qu'il lui a prêté en février 2013 et elle lui a rendu fin mars. Fin mars? Demandent les enquêteurs. Non, fin mai, je me suis trompée. Elle ne lui a pas dit pourquoi, elle a juste dit qu'elle avait besoin d'une arme, encore une nouvelle version des faits. Marty va même révéler que le soir du crime, Paige demande à emprunter sa voiture de location. Elle appelle Marty et lui demande de passer la voir. Elle lui demande $60 et pas 20, et elle lui demande si elle peut emprunter sa voiture parce que la sienne ne fonctionne pas. Paige dépose alors Marty vers 22h chez son père à Warden et elle prend la route sans dire où elle va. Marty reste dans son lit, chez son père. Quand il se réveille le lendemain à 6h, la voiture est garée devant la maison. Il va mentir sur un détail concernant la voiture de location. Il dit qu'elle est bleue ou noire.
Or, les enquêteurs savent qu'elle est argentée. Pourquoi ce mensonge? Va savoir ce qui se passe dans la tête d'un mec aussi futé que McFly. Marty se retrouve un peu coincé quand les enquêteurs lui demandent si Stella est au courant de quelque chose. Il s'embrouille un peu, vu que les deux femmes sont meilleures amies, difficile de savoir ce que Stella pourrait raconter. En tout cas, il en est sûr, Paige essaie de le faire accuser à tort. Lui qui a toujours pris soin d'elle, ses travaux, ses peines de cœur, flingues et voitures de location, il a toujours été une présence rassurante. Le jour où Marty se marie avec Beth, Paige se sent trahie, abandonnée, elle décide de lui faire porter le chapeau et passer l'appel anonyme à la police pour le dénoncer. Son ton s'échauffe un peu, Marty est visiblement en colère, ses versions varient, mais globalement ce qu'il dit, c'est que Paige a planifié le meurtre de Désiré avec une autre personne, peut-être Dylan, son ex, père de son enfant à naître, peut-être Scott, et cette personne aurait peut-être utilisé l'arme à feu que Paige a empruntée à Marty, Zama, pour brouiller les pistes. Mais Marty comprend que c'est la parole de Paige contre la sienne, toutes les preuves pointent vers lui. Et malgré le comportement suspicieux de Scott et Paige, les enquêteurs confirment que toutes les preuves accusent Marty Grismer comme seul assassin. Marty est arrêté en novembre 2014, 19 mois après le meurtre de Desiree Sunford. Bien qu'il nie toute implication, les preuves le plaçant sur les lieux du crime sont irréfutables. L'empreinte de pas correspond à son pied. On a retrouvé dans ses affaires les objets volés à la victime et le canon de l'arme du crime. Il est envoyé au centre correctionnel du comté de Yakima et placé en état d'arrestation avec une caution de 2 millions de dollars. Le procès doit se tenir le 11 septembre 2017, mais il est reporté à la dernière minute parce que la liste des témoins pose problème. La justice s'interroge sur la pertinence de recevoir Paige, Blade et Scott Sunford en tant que témoin dans cette affaire. Le procès s'ouvre finalement le 21 décembre 2017. Marty Dean Grismer a alors 30 ans. L'accusation est ferme. Marty attaque et tue Désiré le 7 avril 2013 pour protéger Paige, pour éviter que Désiré n'apprenne que Paige est enceinte de Scott. Alors qu'en fait, pas du tout. Un ancien compagnon de cellule de Marty raconte qu'il est totalement obsédé par Paige. Après seulement quelques dates, il lui offre une voiture et il lui demande de l'épouser. En réalité, il a tué Désiré dans le but de faire accuser Scott pour le meurtre de sa femme et pouvoir récupérer les faveurs de Paige. Mais le témoin refuse de parler à la barre au procès de peur de représailles. Sans ce témoignage, le procès aurait tourné en rond pour savoir si Marty a tué seul ou non. Et sans nouvel élément, l'accusation craint de ne pas convaincre le jury. Troy Clements, le procureur, ne veut pas risquer de laisser Marty retourner vers le futur, s'échapper. Il dit « Dans cette affaire, il ne s'agit pas de ce que l'on croit, mais de ce que l'on est capable de prouver. » Les punchlines des procureurs, j'adore. Marty Grismer, accusé de meurtre au premier degré, se voit offrir un accord. Il accepte ce qu'on appelle en droit américain un plaidoyer Alford, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas avoir commis le meurtre, mais il reconnaît que l'accusation a assez de preuves pour le condamner. Avec cet accord, il maintient son innocence, l'accusation de meurtre au premier degré est retirée et il est reconnu coupable de meurtre au second degré. Il est condamné à 15 ans de prison. L'accord inclut aussi un délai de rétractation d'1 an, c'est un peu comme les contrats téléphoniques Bouygues Télécom, t'as le droit de changer d'avis, au cas où Marty souhaiterait finalement faire face à la justice et tenter sa chance avec un jury. Avant d'accepter cet accord, le juge Richard Barteld dit que, selon lui, l'accord ne constitue pas une résolution, mais qu'il craint le résultat d'un procès avec un jury. Après l'accord, il ajoute « Je vous condamne à 15 ans dans une prison d'État, et si ça ne tenait qu'à moi, je vous enverrai dans la prison la plus dure de Washington. » #juge vénère. Marty est incarcéré au pénitencier de l'État de Washington à Walla Walla. Il doit également payer des dommages et intérêts à hauteur de 14 000 $. Pour le détective Chad Michael, il reste des questions en suspens, même si l'affaire est close. La justice a fait son travail avec tout ce qu'elle avait à proposer. Pour Connie, la mère de Désiré, justice n'a pas été rendue. Selon elle, Scott et Paige sont impliqués. Il n'y a juste pas assez de preuves pour les faire tomber. Ils sont responsables de la mort de sa fille, et elle a un message à leur adresser d'ailleurs. Karma is a bitch. Le karma, je sais pas comment traduire. Et elle dit aussi, une fois qu'il a ton numéro, une fois que le karma a ton numéro, tu ne sais pas quand il va te tomber dessus, mais il arrive. Dans une interview pour Crime Watch Daily, le 5 octobre 2018, 11 mois après le procès, Paige revient sur la genèse de leur histoire. Quand elle rencontre Scott, il lui dit qu'il est séparé alors que c'est faux, ils deviennent intimes, et quand elle apprend qu'il est en couple, rien ne change à leur relation.
Paige dira « Je ne me voyais pas rester sa maîtresse à long terme, mais je ne me voyais pas non plus sortir avec lui. Mais le sexe, c'était cool, donc je m'en suis contentée. » Paige explique ensuite que Scott élabore un plan pour faire rencontrer les deux femmes. Il présente Paige comme la petite amie d'un de ses potes. Désirée l'accueille à bras ouverts, les deux femmes se rapprochent vite, elles s'entendent très bien, elles organisent ensemble les 30 ans de Scott. Paige et Scott couchent encore ensemble, Désirée ne le sait toujours pas. Paige s'installe alors à mi-temps chez les Sunford. Ils finissent par partager tous les trois le même lit. D'ailleurs, Désirée est au milieu, puis petit à petit, Scott prend la place. Le trouble commence, selon elle, de cette manière. Mais une série de messages de Désirée envoyés à Paige et publiés en 2018 par True Crime Daily laisse planer le doute sur son total consentement dans cette histoire de trouble. Voici ce que Désirée écrit. « Votre niveau de proximité est bien plus important que ce que je peux tolérer, ou encore, je suis de plus en plus frustrée, vous papotez, vous vous montrez des photos, et moi, je suis laissée à l'écart. L'un de vous sort de la pièce et l'autre le suit. Dans la foulée, c'est des petites choses, mais elles s'additionnent, et ça commence à me gonfler. » Et encore un autre message. « Il y a quelque chose qui cloche dans cette relation que tu as avec mon mari. » Paige lui envoie un jour « Si jamais tu mourais et qu'il avait besoin d'une femme, je suis assez sûre que ce serait moi. » Et comme par hasard, Désirée meurt 1 an plus tard, 1 an après l'envoi de ce SMS prophétique. Paige raconte toujours dans cette interview que Marty et elle partageaient un hobby. Là où certains pêchent ou font du yoga, eux s'amusent à faire des blagues sur le meilleur moyen de tuer quelqu'un. Ils débattent sur le débarrassage d'un corps, ils argumentent sur comment planifier le crime parfait. Alors, il existe des hobbies un peu plus sains, nous sommes d'accord. On a quand même une multitude de preuves qui nous fait penser à une implication de notre joli trouble, enfin, Paige et Scott. Exemple, Scott, qui n'est justement pas chez lui au moment du drame, il ne réagit pas aux notifications de l'alarme de sécurité, il n'appelle pas la police tout de suite, il n'entre pas dans la maison en arrivant comme s'il savait, il dit même qu'il ne veut rien toucher. Il n'appelle pas les proches, la famille, les amis, à savoir si Désirée pourrait être avec eux, s'ils ont des nouvelles quand elle ne lui répond pas au téléphone. La relation extra-conjugale dont visiblement Désirée ne voulait plus. Paige enceinte de Scott, enfin du moins tout le monde le croit au moment du drame. L'assurance vie de Désirée aussi, alors j'en ai pas trop parlé parce qu'il n'y avait qu'une seule source qui en parlait, mais Scott, évidemment, est l'unique bénéficiaire. Sans parler bien sûr du fait que les versions des faits à la fois venant de Paige et Scott se contredisent. On se quitte donc avec cette question. Est-ce que tu penses que Marty est le seul impliqué parce qu'il était obsédé par Paige? Est-ce qu'il a vraiment tué Désirée pour protéger ou récupérer Paige? Est-ce que Scott a tué sa femme pour vivre son idylle avec Paige? Est-ce que Paige a fait tuer Désirée pour être avec Scott? Est-ce que Dylan a tué Désirée pour être avec Paige? Tant de questions. Je t'invite à laisser un commentaire. Merci pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Merci. Stop, arrête, je filme. Merci aux personnes qui sont abonnées à la chaîne. Je sais plus ce que je disais, mais c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.